Jour. Aujourd'hui, on plonge dans une réalité bien connue de nombreux professionnels de santé, celle du chirurgien-dentiste en libéral. Mhm. Nos sources, et notamment les écrits d'un expert comme Robert Macario, elles pointent une vérité qui est parfois un peu déstabilisante. Ah oui, laquelle? Que exceller sur le plan technique, être un super clinicien, c'est la base, c'est fondamental, mais ça ne suffit plus. Pas pour s'épanouir vraiment sur la durée. C'est un constat fort, ça. Oui. Et donc, notre mission ici, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette maîtrise clinique, ce n'est qu'une partie de l'équation. Quelles sont ces autres compétences qui sont devenues cruciales? Pas juste pour tenir, mais pour prospérer, c'est ça? Exactement. Pour construire une pratique qui soit sereine, enrichissante, on va voir ensemble comment, par exemple, une meilleure organisation peut faire gagner jusqu'à 30% de temps. C'est énorme, hein. Ah oui, 30%, c'est considérable. Ou comment le marketing, quand il est bien pensé, peut être un outil puissant et tout à fait éthique. C'est exactement ça. Les textes qu'on a pu consulter, ils mettent vraiment en lumière ce fossé, ce décalage qu'on observe souvent entre la formation à l'université, très axée sur le médical, le savoir pur, Oui, la technique. voilà, la technique, et puis les défis du terrain, du quotidien du cabinet. Gérer une équipe, communiquer avec les patients, piloter la structure financièrement. Tout ça, ce sont des compétences qui sortent du cadre purement thérapeutique appris à la fac, quoi. Complètement. Ça relève plus de la gestion d'entreprise, en fait. Ok, bon, alors, allons-y, décortiquons ça. Le point de départ, c'est ce constat, quasi universel. On sort de la fac, on a un bon bagage technique, on peut démarrer. Oui, on est prêt à soigner. Voilà. Mais on se prend assez vite le mur des réalités de la gestion quotidienne. Le temps qui manque, le matériel, la relation patient qui va au-delà du soin, l'administratif, les devis. Le fameux administratif. L'acte de soin, il est jamais tout seul. Il est dans un écosystème complet. C'est très juste. Et Robert Macario, justement, il met le doigt là-dessus, sur ce manque de vision globale chez pas mal de praticiens. C'est une prise de conscience qui arrive souvent, un peu tard, quoi. Quand les problèmes s'accumulent. Exactement. Et ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'il ne parle pas juste de compétences en plus. Il structure carrément la profession autour de 5 métiers. 5 métiers. Ah oui, quand même. Oui. La clinique, bien sûr, ça reste le cœur. Mais aussi le marketing, la communication, l'organisation et le management. D'accord. Et par-dessus tout ça, il ajoute une dimension qui chapeaute un peu le tout, le pilotage économique. 5 métiers plus le pilotage. Ah ouais, ça change complètement la perspective. On n'est plus juste un soignant qui fait un peu d'administratif à côté. C'est ça, c'est beaucoup plus intégré. Et Macario, lui, il a une vision assez large, non? Avec son expérience internationale. France, Suisse, Maghreb. Tout à fait. Et il observe que les questions sont les mêmes partout. Les praticiens se demandent comment je peux exercer autrement, comment retrouver du sens, du plaisir. Hmm. Son but, c'est pas de donner une recette miracle, attention, plutôt des repères, des outils, pour que chacun réfléchisse à sa propre pratique. Des clés de lecture, en quelque sorte. Voilà. Une invitation à regarder son cabinet non plus comme un simple lieu de soins, mais comme une vraie petite entreprise. Avec sa stratégie, ses flux, ses défis humains et économiques. C'est ça, une organisation vivante. C'est ça, une organisation vivante. Bon, commençons par le commencement. Le socle, Le socle, la clinique. c'est le cœur du réacteur, la légitimité du praticien. Ça, personne ne le remet en cause. Non, bien sûr, c'est la base de tout. Et ça évolue tout le temps en plus. Le numérique, les implants, l'esthétique. Faut se tenir à jour en permanence pour rester bon, tout simplement. C'est indispensable, on est d'accord. Mais ce que Macario souligne, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que même cette compétence clinique, elle ne se limite pas à la technique pure, à la dextérité. Ah bon? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Elle doit absolument s'accompagner de discernement. Savoir dire non, par exemple. Refuser un traitement qui n'est pas indiqué, même si le patient insiste. Pas toujours facile ça. Non, mais c'est essentiel. Ou savoir reporter une intervention si les conditions ne sont pas optimales. Ou encore, et c'est important, savoir adresser un confrère. Oui, reconnaître ses limites ou quand quelqu'un d'autre est mieux placé. Exactement. Ce jugement clinique, cette capacité à prendre la bonne décision au bon moment, ça fait partie intégrante de la compétence rester bon. Et il donne un exemple qui illustre bien ça. On peut être un virtuose de la technique, maîtriser un truc hyper complexe, Oui, et pourtant galérer complètement à faire accepter le plan de traitement par le patient. Ça montre bien les limites de la technique seule, coupée du reste. tout à fait. La technique sans la communication, sans la confiance, ça ne suffit pas. Et il y a un autre point,
il faut rester vigilant. C'est-à-dire? La routine, même quand on a beaucoup d'expérience, ça peut endormir un peu le regard critique sur sa propre pratique, sur la pertinence d'un diagnostic, d'une indication. Faut sans cesse se remettre en question. D'accord. Très clair. Alors passons au deuxième métier, le marketing. Oula, Ah oui, le mot qui fâche. c'est ça. Le mot qui fait souvent hérisser le poil dans le monde médical. On pense tout de suite pub agressive, démarche commerciale. C'est une réaction hyper courante, souvent liée à une méconnaissance en fait, et au manque de formation sur ces sujets pendant les études. Oui, et Macario, il démystifie pas mal ça. Pour lui, attention, un marketing bien fait, éthique. C'est pas du tout vendre n'importe quoi, n'importe qui. Qu'est-ce que c'est alors? C'est d'abord un travail de clarification. De cohérence. Il s'agit de rendre visible la qualité de ce qu'on fait déjà, Ah, d'accord. de permettre aux patients qui pourraient vraiment bénéficier de notre approche, de nos compétences spécifiques, de nous trouver. C'est presque un devoir, si tu veux. Guider le patient vers le bon soin, le bon praticien. Et toujours dans le respect de la déontologie, bien sûr. Évidemment, c'est la condition sine qua non. Le cadre déontologique est clair et doit être respecté scrupuleusement. Donc, si je comprends bien, avant même de penser site web ou réseaux sociaux, la première étape, c'est presque une introspection. Se poser la question, quel type de dentisterie j'ai envie de faire? Pour qui? C'est quoi ma spécificité? C'est exactement ça, c'est la base de tout. Ce positionnement stratégique, qui je suis, ce que je propose et à qui je m'adresse. Parce que si on essaye d'être bon partout pour tout le monde, Mhm. on risque de n'être vraiment reconnu pour rien de spécifique. Et ce positionnement, une fois qu'il est clair, il doit se refléter partout, dans toute l'expérience patient. C'est-à-dire l'accueil téléphonique, par exemple. Est-ce qu'il est pro, chaleureux? La salle d'attente, est-ce qu'elle correspond à l'image de qualité qu'on veut donner? La carte de visite? Le site web, qui manque encore trop souvent d'ailleurs? Ah oui? Oui, c'est ce que dit Macario. La signalétique extérieure, bref, chaque point de contact doit être aligné sur ce positionnement. Et il y a un piège, non? Les sources en parlent. Vouloir utiliser une super communication pour cacher une pratique clinique un peu moyenne. Ah, ça c'est le piège absolu. Et ça ne marche jamais très longtemps. Les patients ne sont pas bêtes. Non, ils comparent, ils lisent les avis en ligne. L'authenticité, c'est vraiment la clé. Le marketing, il met en lumière ce qui existe déjà, la qualité réelle. Il ne la crée pas à partir de rien. Donc communiquer sur ses vrais points forts. Voilà, sur ce qui nous motive vraiment en tant que soignants. Et être honnête, quitte à dire, ça, ce n'est pas mon domaine de prédilection, je vous oriente vers un confrère. Cette clarté, elle construit la confiance. Très intéressant. Troisième métier, et là c'est un point qui m'a vraiment marqué dans les lectures, la communication. Ah, la communication, essentielle. Macario dit que beaucoup d'échecs de traitement, c'est pas technique, c'est un problème de com. C'est souvent le cas, oui. Il donne l'exemple du mot devis plutôt que plan traitement. Ça paraît rien, mais ça change tout. Ça met direct le focus sur le prix. Exactement, avant même que le patient ait compris son problème et la solution proposée. Ça oriente mal la discussion. Alors que communiquer, c'est pas juste donner de l'info technique. Non, surtout pas. C'est créer du lien, bâtir une relation de confiance, faire en sorte que le patient se sente écouté, compris et qu'il puisse prendre une décision vraiment éclairée. Et le non-verbal, 70% du message, c'est énorme. Colossal. Le ton, le regard, la posture, l'écoute active, tout ça, ça parle bien plus que les mots techniques. Il faut donc traduire le jargon médical, utiliser des mots simples, des images, des analogies. Voilà, pour que le patient comprenne pas le détail technique de la couronne, mais ce que ça va changer pour lui, concrètement, manger mieux, sourire sans complexe, éviter que ça s'aggrave. Le bénéfice patient, en fait. C'est ça. Et une clé importante, c'est de toujours commencer par parler du problème avant de parler de la solution. Pourquoi ça? Il faut s'assurer que le patient a bien saisi sa maladie, la carie, le problème de gencive, et surtout, les conséquences si on ne fait rien. Si l'enjeu n'est pas compris, l'intérêt pour la solution sera forcément limité. Il faut l'aider à prendre conscience pour qu'il devienne acteur. Exactement. Acteur de sa santé. Et ça passe par l'écoute active. Reformuler, valider ses craintes, poser des questions ouvertes. Et un point important aussi, ne pas juger ou présumer des moyens financiers. Ah oui, fondamental. Proposer la meilleure solution médicale, expliquer pourquoi, et ensuite laisser le patient décider en fonction de ses contraintes, sans jugement. Respecter son autonomie. Et toute l'équipe doit être sur la même longueur d'onde pour cette communication. L'assistante, la secrétaire. Indispensable. Le message doit être cohérent à tous les niveaux. Macario suggère même un truc un peu radical. Ah oui,
s'enregistrer pendant les consultations pour prendre conscience de sa propre façon de communiquer, ses tics, mais aussi ses silences. Oula, exercice difficile mais sûrement très utile. Très révélateur en tout cas. On arrive au quatrième pilier, L'organisation. le parent pauvre, souvent. Malheureusement oui. Et pourtant, Macario lâche un chiffre, jusqu'à 30% de perte de temps à cause d'un manque d'organisation. C'est fou, hein. C'est énorme, et c'est du temps qui pourrait être consacré aux soins, à la relation ou à soi. Il parle de passer d'une vision en silos à une pensée en flux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les silos, c'est quand on voit chaque tâche comme séparée. Accueil, soins, nettoyage, encaissement. Hop, une boîte après l'autre. D'accord. La pensée en flux, c'est imaginer tout le parcours du patient, de A à Z, comme un courant continu. Chaque étape doit découler logiquement et fluidement de la précédente, sans attente inutile, sans friction. Il faut se mettre dans les chaussures du patient, en fait. C'est exactement ça. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est efficace? Et ça vaut aussi pour l'organisation autour de l'acte clinique lui-même. C'est-à-dire? La préparation, le rangement, tout à fait. Standardiser tout ce qui n'est pas l'acte médical pur. L'installation du patient, la préparation des plateaux spécifiques pour chaque type d'acte, le nettoyage, la désinfection, le réassort du matériel, la saisie informatique. Si le dentiste fait tout ça tout seul. Il perd un temps fou. Son temps médical, celui où il a le plus de valeur ajoutée, est bouffé par ses tâches périphériques. D'où l'importance des protocoles clairs et surtout du rôle de l'assistante dentaire. Elle devient centrale dans cette organisation. Elle est cruciale. Si elle est bien formée, responsabilisée, elle peut vraiment être la gardienne de l'organisation. L'espace de travail aussi, ça compte. Énormément. Un accueil bien conçu, une salle de soins épurée où tout est à portée de main, une stéo logique, un rangement intelligent, chaque chose à sa place. L'ordre, l'ergonomie, c'est pas du luxe, c'est de l'efficacité. Et les protocoles, faut pas que ce soit trop rigide non plus. Non, surtout pas des carcans. Des guides évolutifs qu'on adapte, qu'on améliore en équipe. Un bon protocole, ça libère l'esprit, ça assure la qualité, ça facilite l'intégration des nouveaux. Le but final, c'est plus de sérénité, moins d'imprévus subis. Exactement. Et plus de temps pour ce qui compte vraiment, le soin et le patient. Allez, cinquième métier, Ouais. le management. L'art de faire d'un groupe d'individus une vraie équipe soudée. Qui travaillent ensemble vers un but commun. Et là aussi, chiffre choc de Macario, une équipe motivée, bien managée, ça peut doubler la productivité. Carrément. Oui, parce que chaque personne dans l'équipe est un levier. Une assistante qui anticipe, ça fait gagner un temps précieux. Une secrétaire bien formée et à l'écoute, ça améliore la qualité des rendez-vous. Donc manager, c'est pas juste donner des ordres. Ah non, pas du tout. C'est accompagner, donner un cadre clair, oui, mais aussi stimuler, reconnaître les efforts et savoir recadrer quand il faut, mais de façon constructive. Les sources insistent pas mal sur le recrutement, qui privilégie l'attitude, la motivation, l'esprit d'équipe, avant même les compétences pures. C'est un point clé. Les compétences techniques, ça s'apprend, ça se forme. L'attitude, la fiabilité, l'envie, la communication, c'est beaucoup plus difficile à changer. Mieux vaut une personne motivée, conforme, Qu'une personne très compétente, mais négative ou qui ne s'intègre pas. Après, bien sûr, il faut investir dans la formation continue, partager la vision, impliquer l'équipe dans les projets pour la garder motivée et fidèle. donner du sens aussi, expliquer le pourquoi des choses. C'est fondamental. Comprendre pourquoi on fait les choses comme ça, c'est un moteur puissant. Définir les rôles clairement aussi, avec des fiches de poste, ça évite les flous et les frustrations. Et savoir dire merci, valoriser le travail bien fait. C'est simple, mais ça coûte rien. Et ça rapporte beaucoup. Et savoir aussi faire un retour constructif quand quelque chose ne va pas, pour aider la personne à progresser. Donc le praticien, il est manager, qu'il le veuille ou non. Exactement. Et souvent, il n'y est pas préparé par sa formation. Il doit parfois accepter de se former pour ce rôle spécifique. Il donne le cap et l'équipe aide à avancer. C'est ça. Un bon praticien, c'est aussi quelqu'un qui fait grandir son équipe. Et pour finir, cette dimension qui traverse tout, la gestion, le pilotage économique, le grand oublié de la formation initiale. L'angle mort, oui. Source de beaucoup de stress. On devient chef d'entreprise sans les codes. Et si on ne comprend pas ces chiffres, c'est l'angoisse permanente et ça met en danger le cabinet. C'est fréquent. Beaucoup délèguent tout aux comptables sans chercher à comprendre, ou alors ils bossent comme des fous sans savoir si c'est rentable, s'ils peuvent investir. Il faut donc connaître ces chiffres clés. Absolument. Quelques indicateurs suffisent. Le chiffre d'affaires, bien sûr, mais aussi le panier moyen par patient, le taux de conversion des devis, le coût horaire du fauteuil, la marge nette. Macario donne des ratios cibles, non?
Oui, par exemple, achats et conso autour de 20-25% du CA, salaire entre 8 et 15%, pour viser une marge nette avant charge personnelle autour de 40%. Ce sont des repères. Donc même avec un comptable, faut comprendre son bilan, son tableau de bord, pour décider. Exactement. Lire entre les lignes, voir où va l'argent, évaluer si un investissement est pertinent, surveiller la trésorerie pour anticiper les grosses charges, URSSAF, impôts. Un suivi régulier, mensuel idéalement. Oui, un tableau de bord simple, ça permet d'ajuster le tir en cours d'année. Est-ce qu'il faut ouvrir plus, investir pour être plus efficace, embaucher, réduire un peu son temps de travail? C'est la gestion qui donne cette lucidité. L'idée, c'est pas de devenir comptable soi-même, Non, non. mais de garder le contrôle stratégique, comprendre où on va pour diriger consciemment. C'est tout à fait ça. On peut déléguer l'exécution, mais pas la compréhension et la décision. La gestion, c'est l'outil qui permet d'exercer sereinement et durablement. Parfois, la clé, c'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux, grâce à une bonne gestion de tout. Bon, alors si on résume tout ça, exercer en libéral aujourd'hui comme dentiste, c'est clairement plus complexe que juste soigner les dents. C'est jonglé, oui. C'est jongler avec ces 5 casquettes: clinicien, marketeur, communicant, organisateur, manager. Et en plus, garder l'œil sur les chiffres. Ça peut faire peur au début. Oui, ça peut sembler une charge en plus, mais l'idée, c'est plutôt une prise de conscience. Ces dimensions font partie intégrante d'une pratique réussie aujourd'hui. Ce n'est pas une contrainte de plus, mais une clé pour la liberté. Exactement. C'est ce qui permet de construire sa liberté professionnelle, de ne plus subir son environnement, mais de le façonner activement selon ses propres valeurs. Et c'est sans doute ça qui permet de mieux encaisser les évolutions rapides de la profession. La démographie, les attentes des patients, les nouveaux modèles économiques. Oui, même dans des structures plus grandes qui se développent, la question reste la même, pour le praticien au cœur du système. Comment je garde la maîtrise de la vision, des valeurs, de la qualité, au-delà de la clinique pure? Ces 5 métiers restent valables. Alors une dernière pensée pour la route qui découle de tout ça. Macario suggère que si la technique fait le soignant, c'est la maîtrise de tout le reste qui rend le praticien vraiment libre. Hmm, c'est une belle formule. Et la question qu'on pourrait laisser en suspens, c'est dans quelle mesure est-ce que le fait de cultiver consciemment toutes ces autres facettes, la com, l'orga, le management, la gestion, ne serait pas la clé, non seulement pour la performance du cabinet, mais surtout pour retrouver du sens profond et de la sérénité au quotidien.